Merci beaucoup, cher ami Youssef El Gaza, pour cette très belle présentation. Et merci Merci, docteur Jamil. à notre support technique, Monsieur Ali Hamdi, pour sa présence et pour sa contribution. Et donc شكرا aujourd'hui, مستر علي on va حمدي. voir une bonne partie en langue française sur l'installation technique et quelques explications de la plateforme qui revient à la société Siemens. Ces belles photos et cette présentation, il a été, comme vous l'avez bien compris, au cours des deux précédentes présentations en arabe et en anglais, été préparée par notre ingénieur, euh, Monsieur Youssef Al-Gazzar, travaille comme ingénieur biomédical au niveau de la grande équipe technique du professeur Mervat Aboul-Mahati. Et donc, c'est un homme de très grande vigueur et comme la plupart de l'équipe qui travaille avec professeur Birrat Abou Mahdi. Donc, ces images que nous a expliquées, comment accéder aux installations techniques, déjà. Donc, au niveau, en bas de la table, vraiment au niveau du pied de la table, on va trouver un petit module qui s'appelle, comme vous le voyez ici à l'image, Siemens Sensis. Ce module, une fois qu'on va l'ouvrir, on va tomber sur cette configuration. Et cette configuration, ça va nous permettre de voir quelques branchements et là, il faut savoir quel câble va se brancher où. Donc, un malade qui est branché sur la table, en général, on va le brancher euh, un ECG et le câble de CG il va être branché au niveau de cette partie et on va lui brancher des cathéters intracardiaques qu'on va brancher à son module et son module il est branché au niveau de ce que vous voyez ici qui est appelé ICEG, ça veut dire intracardiaque electrograms. Et vous avez ici un autre câble qui est un câble qui revient à la stimulation. Et là, on va le relier à son module de stimulation. Vous voyez ici qu'il y a à côté des logos, sous le logo ce Siemens, il existe un plus et un moins qui correspond aux deux canaux de stimulation. Et donc, ce module, il permet de supporter un canal de stimulation. Ce canal, on va le brancher par exemple, à ce channel 1 ici est plus et 1, on va le brancher au niveau de cette partie. Et l'autre extrémité là, qui est l'extrémité grise là, on va la faire brancher au niveau de cette entrée avec le logo Steam, tout en faisant attention à la correspondance de ces flèches. C'est la deuxième partie. Ça, si on veut utiliser le stimulateur intégré au niveau des systèmes Siemens, parce qu'ils ont un stimulateur intégré. Si on ne veut pas utiliser ce stimulateur intégré, il y a une autre façon de faire, et donc je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans ces explications, dans ces cours, on va comprendre comment on peut faire ça d'une façon ou d'une autre. Alors, une fois qu'on a fait l'installation, et maintenant, comment on va accéder au logiciel, ça veut dire au software de l'électrophysiologie de Siemens. Donc, on suppose que la plupart de l'activité d'une salle de cathétérisme, c'est une activité en rapport avec la coronarographie et les angioplasties. Et donc, on fait juste activer le logiciel hémodynamique. Et donc, lorsqu'on veut passer et ouvrir un logiciel et d'électrophysiologie, ouvrir la baie d'électrophysiologie, on va aller sur le clavier et vous voyez ici qu'il y a un bouton, ici comme le bouton de Microsoft. On va appuyer dessus, il va nous donner cette fenêtre-là et on va appuyer, cliquer sur là ce qu'on va All Programs et donc là, on va faire ouvrir cette fenêtre-là. Et une fois qu'on a ouvert cette fenêtre, on va entrer ce logo-là, Sensis, rappelez-vous qu'au niveau des logiciels, au niveau tout à l'heure, on parlait de Siemens Sensis. Et ce Siemens Sensis, une fois qu'on l'ouvert, voici qu'on demande à l'appareil de changer l'application. Et une fois qu'on change l'application, on va trouver, on veut l'électrophysiologie et non pas l'hémodynamique. Vous voyez qu'un petit peu une manipulation un petit peu difficile à faire, mais elle est obligatoire. Et donc, c'est un peu une étape importante. Donc, on va sur le clavier, et ça, c'est le secret. On va appuyer sur le bouton de Microsoft, puis sur All Programmes en bas, sur Senses, changer l'application, et puis sur l'électrophysiologie. Et donc, je pense
lorsque vous avez les présentations qui sont enregistrées sur YouTube, et donc lorsque vous serez devant le logiciel, vous pouvez ouvrir le vidéo et suivre les étapes, et vous avez le faire deux, trois fois. Ça va devenir quelque chose d'habituel, comme tous les logiciels qu'on manipule de façon quotidienne. Qu'est-ce que va donner notre programme? Il va nous donner déjà une fenêtre là qui est noire, qui va nous dire qu'il est en train de charger et changer l'application. Et une fois elle a changé l'application, il ne va pas nous donner l'accès aux différentes étapes, à la configuration, sauf si on va faire entrer le nom des patients. Et parfois, il y a des champs qui sont obligatoires, comme l'identité des patients, comme l'âge. Et chaque système il est différent, mais faire attention lorsqu'il ne veut pas faire entrer ou que le bouton de OK ne se fait pas éliminer. Il faut penser à faire, euh, euh, il faut penser à faire entrer tous les champs obligatoires. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va nous donner, il va nous donner cet écran-là. Et l'écran-là, c'est l'affichage un peu standard d'une baie d'électrophysiologie. Vous reconnaissez en haut le CG, et là, en général, on représente une dérivation D2 et des dérivations inférieures. D1, par exemple, ici, dérivation inférieure V1 pour savoir est-ce qu'il y a un bloc de branche gauche ou droit, et pour savoir les morphologies des extrasystoles. Et puis, vous voyez que vous avez en jaune une ligne qui correspond au cathéter d'ablation, qui est là représenté par le label RF pour dire radiofréquence. On peut également la représenter par le système MAP, qui veut dire mapping, et ça veut dire cartographie. Et puis nous avons le cathéter des sinus coronaires 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est représenté ici en vert. Et puis à la fin, vous voyez que le HIS. Ce qu'il faut savoir, que chacun de ces protocoles, il peut être configurable. Ça veut dire on peut changer la disposition, on peut changer le nombre de cathéters qu'on veut utiliser, et tout ça, il va dépendre de quelle arythmie on veut faire explorer, quelle arythmie on veut faire ablater. Et si vous voyez ici, euh, à côté de ces étapes, vous pouvez lire professeur Mervat Aboulmahati. Ça veut dire ça, c'est le protocole standard, et c'est la disposition que le médecin il utilise et qu'il préfère dans ces conditions-là. Et c'est pour la raison pour laquelle par exemple, pour explorer une tachycardie supraventriculaire, c'est le protocole qui est utilisé de façon courante et recommandé. Et puis, vous voyez ici qu'au niveau des étapes, on peut changer le protocole. Par exemple, je peux changer si j'ai plusieurs configurations. Une configuration, par exemple, pour l'exploration électrophysiologique de base. Je peux changer pour faire un flotteur, hein. Ça va demander une configuration différente. Par exemple, un décapolaire plus un halo plus euh, au niveau un cathéter au niveau du ventricule droit. Il peut être en rapport avec une voie accessoire, il peut être un petit peu différent, etc., etc. Une extrasystole ventriculaire, une tachycardie ventriculaire. Donc, on peut changer les protocoles, le nombre de cathéters, le nombre de canaux, la disposition en fonction de ce qu'on veut faire explorer, ce qu'on veut faire ablater. Après, si vous remarquez là, en bas de l'image ici, vous voyez qu'il y a un certain nombre de boutons qu'on va les explorer, parce que c'est là où on va faire le maximum de travail. Et lorsqu'on voit ça de façon plus agrandie, c'est en bas à droite de l'écran, on va voir qu'il y a le premier bouton, c'est le bouton temporaire cathéter connexion. C'est des connexions temporaires des cathéters. Lorsqu'on va cliquer dessus, on va vraiment trouver ce qu'on représente la page la plus importante pour un technicien pour
brancher le patient. Et donc, vous voyez que cet affichage il va nous montrer le pod A, le pod B, le pod C, le pod D. Ça, le pod, il correspond au module blanc de tout à l'heure qui est représenté par 32 trous et 32 canaux avec un canal de stimulation. Et vous voyez ici, si on va en bas, on va trouver les intracardiaques électrogrammes, les signaux intracardiaques. Et vous voyez ici qu'on a plusieurs électrogramme. Et ce électrogramme, il correspond à une ligne au niveau de l'écran de l'abeille. Et vous voyez qu'on peut changer le label, qu'on peut faire entrer le signal qu'on veut en fonction des pôles. On a branché le cathéter et là encore, et que ça, c'est de façon nominale, on va trouver qu'il y a le filtre, soit le low pass qui est à 30, soit le high pass qui est à 500, qui va permettre d'avoir un filtre et un signal d'une qualité satisfaisante pour l'analyser. Le deuxième bouton qu'on peut utiliser, ça c'est le cathéter d'ablation. Et là encore, qui est un peu utilisé. Pourquoi? Parce que souvent on va faire euh, une connexion d'un générateur d'ablation directement sur le module sans passer par la baie d'électrophysiologie et sans passer, pardon, par le logiciel parce que là on peut également afficher la fenêtre qu'on va avoir au niveau de générateur de radiofréquence, on peut l'afficher grâce à cette configuration et CCLA bel et bien passer par le système d'IP pour le faire afficher sur l'écran de l'électrophysiologie. Troisième bouton en haut et à droite, on va trouver un bouton qu'on appelle caliper. Et donc, en général, on a besoin de mesurer quelques distances pleinement au niveau des jumps, soit lorsqu'on veut vérifier les sauts de conduction, soit lorsqu'on veut mesurer le temps de récupération sinusale, est-ce qu'on parfois veut mesurer le cycle tout simplement de la tachycardie. Tout ça, il faut le faire grâce à ce calipère qui va nous permettre de mesurer ça. Il y a deux façons de faire. Rappelez-vous que cet écran, il va travailler en live, ça veut dire c'est un direct et c'est un enregistrement continu. Et lorsqu'on veut faire une mesure beaucoup plus approfondie et qu'on veut voir les signaux, qu'est-ce qui se passe de façon plus à l'aise, on peut avoir une image instantanée. Et ça, c'est le rôle de ce bouton qu'on appelle le snapshot qui va nous permettre d'avoir sur le deuxième écran qui est à droite une image instantanée de ce qui était à l'écran. Là, on peut mesurer, on peut vérifier quelques signaux, on peut vérifier la capture, on peut vérifier ce qu'on veut sur cet écran. Et troisième chose, lorsque parfois on veut faire lorsqu'on veut faire avoir un ECG, 12 dérivations, un snapshot, on peut le faire par ce bouton-là. Troisième bouton, ce bouton-là, c'est le bouton des chronomètres. Lorsque, par exemple, on veut faire, on a fait une ablation d'une voie accessoire, par exemple, une ablation d'une extrasystole qu'on veut attendre 20 minutes, 30 minutes. Donc, on fait lancer le chronomètre d'ici, hein. Et puis, par la suite, là, c'est un bouton qui correspond là que vous avez, c'est l'enregistreur d'événements en temps réel. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle, par exemple, dans le broca, le log, qui va permettre, faire et à mesure de faire entrer qu'est-ce qui se passe. Là, on a commencé l'ablation, là, on a stimulé, là, il a fait un jump. Lorsqu'on veut reprendre la procédure, on peut réouvrir le dossier des patients et on peut suivre le log pour retrouver les enregistrements qui correspondent à chaque instant. Et puis, ce bouton-là qui le suit, hein, avec une tête là, ça va d'avoir une, une graphie instantanée sans avoir une graphie par la pédale de scopie. On peut voir justement un enregistrement de l'écran directement de fluoro, de la scopie qu'on a directement sur l'écran. On peut avoir une image ici qui va l'enregistrer sans prendre une image avec un taux d'irradiation beaucoup plus important. Et puis vous avez ici un bouton, ici c'est un bouton qu'on va considérer après
le premier bouton qui est le bouton de configuration des cathéters. Là, c'est le bouton le plus important dans cette partie à côté de ça, c'est pour lancer l'enregistrement de la procédure et Dieu sait que si on ne fait pas ça, lancer la procédure, parfois on perd des temps à refaire des manœuvres, etc., pour bien voir qu'est-ce qui se passe. Alors si on a lancé, on peut reprendre le GM d'avant, on peut revoir la manœuvre qu'on a fait de façon plus détaillée et ça va faire augmenter la précision de la procédure et ça va faire augmenter également nous faire gagner un peu de temps. Et là, vous revoyez qu'il y a un bouton de on et de off, ça veut dire on doit faire activer là, au niveau de ce bouton. Et pour savoir est-ce que ça marche, il faut vraiment voir cette barre-là à côté des timings, il doit être bien, il va passer en couleur jaune pour nous montrer que l'enregistrement il a été démarré. Alors, il y a également au niveau de cet écran, un peu sur la gauche de l'écran en haut, on va trouver une partie, une view ici qui correspond à la vue. Et là, vous voyez que nous avons ici la fonction la plus importante, c'est la fonction split. Ça veut dire qu'on va diviser l'écran en deux parties, gauche et droite. Et ça, c'est vraiment très intéressant dans les procédures d'ablation des extrasystoles parce que ça va nous permettre d'avoir un template, d'avoir une morphologie de référence qu'on va mettre à droite de l'écran et puis on va comparer les extrasystoles qui passent ou la topostimulation qu'on fait, on va la comparer par rapport à ce template, par rapport à cette référence. Et puis vous avez un peu à droite en haut, nous avons cette partie view également. Là, ça va nous faire un peu basculer entre le CG12 dérivation et basculer entre le protocole que nous avons, ça veut dire les protocoles avec les électrogrammes intracardiaques. Et vous voyez à côté que nous avons la vitesse. Vous voyez ici la vitesse de 25 qu'on utilise habituellement au niveau de l'ECG de surface, mais également on peut avoir la vitesse de 100 qu'on utilise d'habitude et vivre la vitesse de 200 qu'on fait généralement, c'est ce qu'on utilise comme vitesse lorsqu'on veut faire ablater une rentrée intranodale, lorsqu'on fait le mapping réel d'une voie accessoire, d'une rentrée intranodale, etc. Et 100 là, ça, c'est lorsqu'on a commencé l'ablation, par exemple, qu'on veut voir les choses beaucoup plus rapidement, on passe à une vitesse de 100. Et vous voyez ici le setup dont on a parlé tout à l'heure, on peut le changer d'ici. Et ça nous reste un peu de parler de la steam. La stimulation, comment on va faire configurer la stimulation. Par exemple, si on veut stimuler sur le CS12, on va choisir le canal ici. Et puis, une fois qu'on l'a choisi, il va nous donner une confirmation par la couleur jaune que ce canal il a été bien, qu'il a été bien choisi. Mais si on veut lancer la stimulation, on va appuyer sur le canal 1 et lorsqu'elle passe en vert, c'est la confirmation que bel et bien, que la stimulation a été lancée. Bien sûr, on va le deviner tout de suite sur l'écran. On va voir le spike avec la réponse attendue au niveau de ce canal. Mais si c'est les en NaN, comme vous le voyez ici, il sera en gris, ça veut dire qu'il n'est pas choisi et qu'il est en position neutre. Voilà, donc on est arrivé à la fin de ce beau topo qui a été préparé par notre ingénieur Youssef El Jazzar pour comment on peut manipuler l'abeille de Siemens. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, merci et à la prochaine, Inch'Allah.